Et sur Espace TV, continuez à réagir et à élire le mire du jour. Bien évidemment, vers la fin, nous serons en studio avec Aïssatou Sané qui va faire des sondages pour savoir quel est le mire du jour. Entre-temps, nous parlons culture. L'auteur présente et analyse donc 3 réalisations. C'est autour de la pratique et esthétique du cinéma. Analyse de 3 réalisations professionnelles de Fabara Koné. Fabara Koné qui nous a déjà rejoint ici en studio, avec qui nous allons débattre de cette actualité donc, qui se tient au Centre culturel franco-guinéen. Très heureuse de te retrouver ici en studio. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toi. Je ne sais pas comment on devrait t'appeler, grand frère, le confrère, non, le journaliste, l'auteur, le conseiller du CNT. Oui. On prend quoi? Je peux. Les grandes gueules. Honorable grand frère, directeur général, conseiller, auteur, écrivain. C'est trop lourd, hein? Artiste. Non, tu peux enlever directeur général, ex-directeur général. Il ne faut pas lui créer des problèmes, hein? Alors, vous nous présentez aujourd'hui. Oui. Voilà, vous nous présentez aujourd'hui cet ouvrage, Pratique et esthétique du cinéma. Vous faites un mélange de journalisme, de cinéaste. Présentez-nous brièvement d'abord le document. Merci beaucoup. En fait, l'ouvrage est intitulé Pratique et esthétique du cinéma, analyse de 3 réalisations professionnelles. En fait, l'ouvrage aborde les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, il y a 3 expériences qui sont abordées là-dedans. Effectivement, la première expérience porte sur la production d'un film de fiction, grand budget. Et la deuxième expérience porte sur le métier de journalisme reporter d'image. Et la troisième expérience porte sur la création documentaire, donc le fait de la fabrication d'un film documentaire. Les 3 expériences ont en commun l'art de l'image. Donc faire un reportage consiste à fabriquer une image, faire un film de fiction consiste à fabriquer une image et faire un film documentaire aussi. Donc l'idée de partir, d'aborder le livre dans cette démarche-là, c'est pour, dans un premier temps, montrer l'intérêt qu'il y a et les logiques, les principes pour la création du film, et puis montrer ce qu'il y a comme différence entre ces trois démarches. Peut-être, avant de continuer, c'est de savoir, honorable conseiller auteur, c'est de savoir d'où est venu le déclic. Parce que ce livre, à la différence, c'est vraiment un livre très très technique. D'où est venu le déclic? Alors, il faut savoir que depuis très jeune, moi j'étais passionné par les images et c'est ce que je voulais faire. Et l'une des plus grosses frustrations que j'ai eues, c'est de ne pas pouvoir avoir d'ouvrage en Guinée sur le cinéma, encore moins sur la télévision ou la radio. Bon, maintenant, avec des collègues qui commencent à écrire, on en a quelques-uns, pas beaucoup, sur le journalisme, mais sur le cinéma, il n'y a quasiment rien. Sur le journalisme, on a par exemple Jacques Léwa-Léno. Jacques Léwa-Léno, et puis le professeur, l'ancien directeur général de l'ISIC, qui a fait 2-3 ouvrages très intéressants. Mais sur le cinéma, il n'y avait rien. Et j'avoue que quand vous voulez apprendre quelque chose et que vous avez soif d'apprendre, que vous ne trouvez pas, tous les ouvrages que j'ai pu lire dans le cadre de ma formation et mon apprentissage, c'est des ouvrages faits par des Sénégalais ou des Européens. Donc la première chose que j'avais en tête, c'était que dès que je pourrais écrire quelque chose sur ce métier-là, je veux le faire rapidement pour que dans les rayons en Guinée, on puisse commencer à avoir. D'ailleurs, c'est l'idée aussi, c'est de dire à ceux qui pratiquent le métier qu'on a le devoir de produire sur ce métier-là qui est en pleine mutation. Le regard, même les modes de consommation ont changé. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de l'ouvrage parce que, évidemment, j'aborde ces expériences-là au regard des grandes gueules, mais aussi au regard des réalités que nous connaissons aujourd'hui avec l'avènement du numérique. Effectivement, ma question arrivait à ce niveau. Journaliste, reporter d'image que je suis, quel intérêt pourrais-je avoir en lisant votre œuvre? Journaliste, reporter d'image que vous êtes, c'est déjà l'ouvrage va donner des outils, vous donner des outils de lecture sur votre propre travail, parce que c'est une manière de travailler. Il faut savoir que moi j'ai pas fait d'école de journalisme, et quand j'ai été contacté par Canal+, ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait faire de belles images,
conformément à la charte technique qu'ils avaient. Voilà comment j'ai été embarqué dans cette aventure qui a duré 6 ans. Et donc, avec le recul, je me suis dit, bon, voilà comment déjà on concevait les images, les reportages, depuis l'écriture, du passage de l'écriture à la matérialisation de cette image-là, comment on procédait étape par étape. C'est ce que j'aborde dans l'ouvrage. Bien entendu, en mettant ça en face avec les techniques de prise de vue, de montage, et puis comment on appelle, tout ce qui se rapporte aussi à l'esthétique. Qu'est-ce qui attire sur une image? Comment on construit étape par étape, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a le nez là-dedans. C'est avec le recul que j'ai cerné. D'abord, pour vous donner un exemple pratique, lorsque vous filmez une interview, je ne savais pas pendant que je pratiquais que c'était ce qu'on appelle l'art de filmer la parole. Alors que vous allez cadrer la personne qui parle, alors que c'est sa parole que vous filmez. Donc les enjeux de filmer la parole, d'où ça vient? Il y a 2, 3, 4 façons de filmer la parole. Ce que j'ai fait dans cette expérience-là, je raconte ça. Et ça, c'est peut-être important que j'explique ça. Comment c'est abordé? J'ai utilisé une méthodologie qui consiste, dans un premier temps, pour les journalistes et reporters d'images. Il y a eu 100 à 150 sujets de reportage que j'ai pu tourner dans le cadre de cette mission qui a duré 6 ans. Mais ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je décris la mission. Comment je faisais, étape par étape, chronologiquement. Et à partir de cette description, cette partie descriptive, je reviens pour analyser. Donc il y a une partie descriptive et une partie analytique, pour donner à comprendre les enjeux d'une prise de vue. Et là-dedans aussi, dans les reportages, on ne s'en aperçoit pas. Les journalistes sont aussi des artistes. C'est-à-dire que la fabrication d'une image a une dimension technique, mais elle a une dimension artistique. Donc dans l'ouvrage aussi, je ressors, au regard des règles et principes pour la création des images, je ressors aussi les enjeux là, ce qui relève de la technique et ce qui relève de l'artistique. Et vous allez voir en tant que journaliste, reporter d'image, ah tiens, je fais ça. Ah, donc c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc vraiment, et ces outils-là nous manquent, parce qu'il y a un vrai débat à faire sur nos pratiques, sur les pratiques professionnelles. Ailleurs, ça existe. Chez nous, ça n'existe pas. Et peut-être, à vous écouter, hein, on a l'impression que quand vous voulez réaliser un reportage, un documentaire, vous avez une véritable fiche de projet. Avant de sortir, vous savez ce que vous voulez, quelle langue vous voulez prendre, comment effectivement travailler sur le terrain, ce qui n'est pas souvent le cas chez tout le monde. Exactement. Et le livre a un intérêt par rapport à ça, justement. Pour la partie sur le journalisme reporter d'image, vous allez voir, je fais l'effort de présenter. C'est quoi un reportage? Et comment moi je l'ai perçu? Vous voyez, en tant que quelqu'un qui n'a pas fait de formation à la base. Mais, et comment on conçoit? Ça veut dire que dès lors qu'on a une première idée, je vais faire un sujet sur la circulation à Conakry. À partir de ce moment, démarre un processus de création dans votre tête. Vous imaginez déjà comment vous voulez votre reportage. Oui. Après, vous commencez à écrire. Dès lors que vous mettez les premiers mots, les premières lignes sur votre sujet, on a, à partir de ce moment-là, les premières bribes du reportage qu'on projette de fabriquer. Et à partir de ce moment, le processus il commence. Donc en fait, finalement, ce que je montre aussi, c'est que le processus de la création des images, c'est pareil quand on est au cinéma et quand on est à la télévision. Ça commence par ce qu'on appelle la pré-production, donc la préparation, l'écriture, la conception, etc. Et puis la production, quand on va au contact du terrain pour commencer à mettre en boîte les images. Et après, la post-production, quand on vient pour essayer de monter et faire nos papiers. Oui. Alors, Monsieur Koné, d'abord, félicitations pour la production. Merci, vous êtes la seule personne d'ailleurs à me dire ça. Merci beaucoup. Alors, ma question, c'est par rapport au côté cinéma. On sait que comparativement aux pays de la sous-région, aux pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, où le cinéma est en pleine évolution, le nôtre est en souffrance, il faut avoir le courage de le dire. Est-ce que dans cet ouvrage, vous avez eu à aborder la production cinématographique dans notre pays? Comment permettre à ce que ceux qui aspirent à être réalisateurs, à être producteurs de films,
films pour vendre notre pays. Comment est-ce qu'on peut procéder à tout cela? Parce que très souvent, on a l'impression qu'on est en 2022, mais on continue à nous produire des films de 1900 et quelques. Bon, alors, déjà, c'est pas le sujet de mon film, de mon livre, mais il pourrait y avoir un lien. Parce que pour parler du développement, pourquoi déjà on est en retard, ça c'est clair, je suis d'accord avec vous. J'en profite d'ailleurs pour exprimer mes vives félicitations à Thierno Suleiman Diallo, qui vient de faire une grosse percée dans le monde du cinéma avec son film Au cimetière de la pellicule. Gando, notre Gando. Donc, parce que c'est extraordinaire ce qu'il est en train de nous faire vivre. Oui. Je sais de quoi il s'agit. Parce qu'on n'avait pas tourné de film cinéma grand écran dans notre pays depuis... Il est passionné, ce jeune. Hein? Oui, depuis l'indépendance. Après l'indépendance, les seuls films cinéma qu'on a eu à faire, a été fait par des Guinéens, mais qui vivent à l'étranger. Wow. Là, il est porteur d'un projet, malheureusement, enfin pas forcément produit par une production guinéenne, mais c'est déjà quelque chose de très 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 important pour répondre. Il faut dire que très très rapidement que malgré tout, la question de l'art est quelque chose de très complexe. C'est un processus de maturation progressive. Donc, l'État a créé l'Institut des Arts à Dubreka. C'est déjà des grandes gueules. Ce qui a donné aujourd'hui des artistes comme Gando et plein d'autres. Donc, ça prend du temps. Donc, ça a été créé, je crois, il y a 20 ans. Et c'est 20 ans après, on commence à avoir de bons produits. Ça, on doit appeler l'État, remercier l'État, mais demander à l'État de renforcer. Aujourd'hui, pour répondre, je crois qu'il y a une prise de conscience de la part de l'autorité, de nos autorités, parce que le ministre actuel de la Culture s'est battu, et je pense que le président de la transition a compris aussi. Ils ont accepté l'idée de mettre en place un fonds pour le développement de l'industrie cinématographique, le FODIC. Donc il va être alimenté à hauteur de 10 milliards. C'est très petit, mais moi j'explique aux collègues qu'il faut déjà accepter. On n'avait pas de fonds. Maintenant qu'il y a un fonds qui va être opérationnalisé, ça veut dire que on n'a pas eu de système de financement dans notre pays du cinéma et même d'une manière générale de la culture depuis la Première République. Donc ça ne peut pas tomber du ciel. Les pays, le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire, qu'on cite comme exemple, là où ils mettent 100 millions de francs CFA, nous on ne met pas 10 millions. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais ça, c'est en train d'aller vers, on espère, vers la solution. Parce que contrairement à ce qu'on pense, et c'est d'ailleurs pourquoi il faut vraiment lire cet ouvrage-là, il n'est peut-être pas excellent, mais il donne quelques petites idées pour comprendre les enjeux réels du cinéma. Tout ce que l'on fait, que l'on soit vivant ou mort, la question cruciale à laquelle on est confronté, c'est la question de l'image. Même quand les pays sont en guerre, chacun cherche à sauver son image. Madame Yero. On a un Sorbonnard en face, hein, attention. Voilà, moi je veux. Je viens de le lire ici. Oui. Fabara Koné est titulaire de la licence Arts Lettres, langue, mention, cinéma, parcours, type pratique et esthétique du cinéma de l'école des arts de la Sorbonne, Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Oui. Hein? Oui, non, mais bon, ça c'est pas le plus important. Pour aborder dans le même sens, vous avez à vous écouter l'ouvrage sur des études de cas. Et ça veut dire que ça se base sur votre expérience personnelle. Au regard de votre expérience, est-ce qu'il y a par exemple des anecdotes? Moi, on m'apprend les conditions dans lesquelles vous avez par exemple tourné quand vous étiez du côté de Dakar par exemple. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur quelques anecdotes s'il y en a? Comment ça se passe, les difficultés? Alors, la question elle est très intéressante. C'est-à-dire que le cinéma c'est comme la vie. Parce que le cinéma a vocation de reproduire la vie. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas saisir la vie, c'était de la même manière, c'était cette même façon qu'on ne peut pas saisir et cerner tout ce qu'il y a autour du cinéma. Pour répondre, la première expérience qui est analysée dans le film, c'est la réalisation du film Morbayassa, qui est le deuxième grand long métrage que Cheikh Fanta Madi Camara a tourné. Après, il va pleuvoir sur Conakry. Et puis après, il nous a quittés parce qu'il est mort en 2017. Vous le rendez d'ailleurs hommage. Oui, complètement. Et donc,
ce film a été tourné à Paris, à Dakar et à Conakry. Et comme toutes les aventures humaines, le cinéma, c'est une aventure humaine. Hein. Donc, c'est rempli. Il y a beaucoup d'anecdotes là-dedans. Moi, je suis parti sur la production comme assistant de production. À cause des conflits qu'on a eu avec le producteur exécutif à Dakar, je me suis retrouvé d'assistant de production à directeur de production. Je peux vous dire que c'est beaucoup de choses parce que très rapidement, pour terminer, comme anecdote, il y a après la première semaine de tournage, donc où on avait dépensé, on va dire comme ça, à peu près 400 à 500 000 euros. Le producteur exécutif nous a lâchés, bon, pour des incompréhensions sur les problèmes d'argent. Donc, en nous lâchant, en sachant qu'on s'est appuyé sur ce producteur localement parce qu'il connaît le terrain pour économiser de l'argent, et on lui a confié la tâche de gérer la production. Moi, je venais comme assistant, puisque étant dans le projet, pour m'assurer que les choses fonctionnent. Donc, au bout d'un moment, ils nous disent qu'il n'y a plus d'argent. Alors que le principe de la production exécutive, c'est que quand vous confiez en production exécutive votre projet, vous fonctionnez sur ce qu'on appelle le devis bloqué. C'est-à-dire, on s'entend sur un montant. Si vous réalisez le film en deçà, ça c'est pour vous l'argent. Si vous explosez le budget, c'est vous qui payez. Sauf que on avait une équipe, une vingtaine de personnes qui étaient venues de Paris. Il y avait des gens de Dakar en termes de techniciens, des Haïtiens, etc. Les jours sont comptés. Ça veut dire qu'on finit aujourd'hui, on doit s'embarquer tous pour Conakry pour la suite. Et donc, on nous lâche. On n'a pas le temps de mener de procès. Et dans ces situations, soit vous réglez à l'amiable ou vous attaquez en justice. On n'a pas ce temps-là parce que pendant ce temps, le film il va s'arrêter. Donc, le réalisateur, paix à son âme, lui, le producteur fait tout pour régler les problèmes pour que le réalisateur reste dans son projet artistique. Moi, je ne pouvais plus. Et je dis au réalisateur, là, je ne sais pas, on est mort. Le film, il est fini là. Et il fallait trouver la solution. On commence à appeler rapidement les techniciens et autres qui nous disent, ah non, parlez avec le producteur. Et les producteurs ont fermé le bureau de leur truc. Donc c'était pour nous obliger à accepter ce qu'eux ils voulaient. Et puisqu'on n'avait pas les moyens de remplir ça, il fallait donc trouver les solutions. On avait fait jouer un vieux. Donc moi, c'est mon régisseur qui me l'a appris. Il me dit, la seule personne qui peut débloquer cette situation, c'est telle personne. Donc il faut aller vers lui. Et puis, en gros, bon, je veux dire, il faut vous le supplier, vous prenez ses deux pieds. Et donc moi, je suis arrivé, donc j'ai dû faire un peu de cinéma. Quand je suis arrivé, j'ai dit, doyen, on est mort, le film s'arrête, tout le monde est parti, il faut que vous nous aidiez pour mobiliser les équipes. Et c'était quelqu'un de très respecté, très respectueux. Et je me suis mis à plat et puis j'ai commencé à pleurer. Le cinéma dans le cinéma. Alors, Fabara, on est malheureusement pris par le temps. Oui. On va élire le mur du jour, mais avant, comment ça va se passer? On sait que c'est à 15h tout à l'heure, au Centre culturel franco-guinéen. Comment ça va se passer de ce côté? Alors, au Centre culturel franco-guinéen, on va procéder à la dédicace, la présentation et la dédicace de l'ouvrage. Et il va y avoir un extrait il va y avoir une petite projection pour projeter un extrait du film. Dont je parle dans le livre, et puis c'est sous comment on dit, la présidence, elle m'impressionne, c'est sous voilà, c'est sous l'autorité du président du CNT et du ministre de la Culture, avec la présence annoncée déjà, il a confirmé, du président de la HAC, et puis de nombreuses, un autre auteur, hein? Oui, tout à fait, un autre auteur, et donc il y aura du monde, hein, il y aura une lecture d'extraits aussi par des gens, et je vous l'annonce, c'est notre ami Tamba qui va présenter la cérémonie. Orateur. Voilà. En tout cas, merci. Je montre ici l'ouvrage à l'antenne. Vous pouvez donc l'acheter ou faire la commande ici. Hein. C'est pas cher, c'est 200 000, 20 euros. Oui. Bon, faut pas dire 200 000, il faut dire 20 euros. D'accord. En tout cas, félicitations, Fabara Koné. Merci. Merci à vous. Merci d'être passé. Voilà, j'espère que dans ce studio, il y aura des gens qui seront du côté du Centre culturel franco-guinéen. Dans un instant, on passe à l'élection du mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour.
Le mur du jour, elle nous a rejoint Aïssatou Sané. Rebonjour ma grande, elle est morte de rire, je ne sais pas ce qui se passe. Entre Fabara et toi? C'est le regard de Aoulatou qui me... Elle a peur d'être élue. Depuis 9h30, j'espère que je ne serai pas le mur du jour. Donc Aoulatou, sois tranquille, t'es pas le mur du jour. Alors le mur a eu 7 voix. Et s'il s'agit de votre invité, M. Barry, que vous avez eu au téléphone. Okay. Donc il y a eu 7 votes contre lui ou pour lui, je ne sais pas. Et également, je voudrais juste rappeler que tout à l'heure, il y a eu un auditeur qui a demandé quelles étaient les conditions pour pouvoir participer à Espace Talent. Alors c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué. C'est d'être d'abord sorti d'une école de journalisme ou avoir fait ses études supérieures. Et le deuxième point, c'est de savoir parler, écrire couramment et correctement la langue française. Et puis déposer vos dossiers ici. Bah forcément. Forcément. Bien, merci Aïssatou Sané. Merci à vous, Daniel. Bien, on ne passe pas à côté de cette information. Daouda Mohamed, le doyen Saïbou Texan Camara, qui a tiré sa révérence, hein, on a appris cette info. C'était avant-hier et comme pour dire que le monde des médias guinéens est encore frappé. Après Ahmed Kourouma, c'est un autre doyen qui casse la pipe, qui passe l'arme à gauche. C'est bien le doyen Saïbou Texan Camara, monsieur Météo. Monsieur Météo, il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir, qui va être inhumé aujourd'hui. Il était malade. Oui, il était malade. Il y a quelque temps déjà. Il était malade il y a quelque temps et il va être inhumé aujourd'hui à Ansoumania, c'est à Dubreka, au cimetière qu'on appelle cimetière Carrefour. C'est là-bas il va être inhumé et ce sera après l'exposition bien sûr du côté de l'hôpital sino-guinéen. Un symposium. Oui. Et il sera accompagné à sa dernière demeure et par la voix de la présidence de la direction générale de ADAFO. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille biologique, mais également à nos confrères de la RTG et à tout le peuple de Guinée. Bien, en tout cas, un doyen qui nous a informés pendant plusieurs années, on se le souvient, pendant qu'on était encore à l'école, paix à son âme. Toutes nos condoléances à nos confrères donc du côté de la RTG. C'est comme cela qu'on referme portes et fenêtres de cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à vous tous de nous avoir écoutés à la radio, un peu partout en Guinée, à la télévision, un peu partout à travers le monde. Merci à Mohamed Camara qui a géré les sons du côté de la radio et à toute l'équipe de la régie, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Lamine Sidibé plutôt, Mamoudou Kondé et Aboubakar Foté Souma, Alassane Diallo, l'homme de nuit, je ne sais pas si j'ai dit son nom deux fois, elles sont nombreuses aussi les filles de ce côté, et Vladimir Poutine bien évidemment qui nous fait souvent parvenir les tweets. C'est un plaisir de vous servir, on vous retrouve lundi avec un autre numéro des Grandes Gueules.